Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast audio et vidéo des nouveaux rentiers, puisque tu peux me retrouver sur n'importe quelle plateforme de podcast, mais également sur YouTube, parce que maintenant je filme aussi le podcast pour illustrer certains des propos. Donc voilà, à ton loisir de m'écouter sur une plateforme plutôt podcast ou sur YouTube pour voir un peu ma tête aussi. Tu me trouveras sur YouTube sur Florent Pontier et podcast bien sûr les nouveaux rentiers. On va voir aujourd'hui en fait comment bien répartir ton patrimoine en bourse selon les risques. C'est une question qui m'a été posée en fait par un auditeur et on va essayer d'y répondre aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Donc l'idée c'est que moi j'ai fait une sorte de guide pratique et concret pour investir intelligemment selon ton profil. Juste un disclaimer, moi je ne suis pas conseiller financier, donc je vous partage juste mon expérience personnelle acquise après 15 ans d'investissement en bourse. Donc on rentre dans le dur. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pourquoi répartir son patrimoine, déjà. Les fondamentaux en fait de la diversification et son importance pour la gestion du risque. On va voir les 3 profils d'investisseurs. Donc on va découvrir le profil prudent, le profil équilibré, le profil dynamique, et on va voir que ça dépend principalement de votre tolérance au risque en fait. En troisième, on va voir la composition des portefeuilles. Donc on va prendre des exemples concrets de répartition avec 10 000 euros pour chaque profil d'investisseur. On va faire ensuite une analyse comparative, donc la rentabilité, les avantages, inconvénients de chaque stratégie. Voilà, pour se rendre compte un petit peu de comment ça peut fonctionner pour vous. Et on va voir aussi comment choisir et puis réussir en bourse. Donc avec notamment des conseils pour déterminer votre profil, optimiser vos investissements, etc. Donc c'est assez concret, assez complet. C'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui. Donc on rentre justement pourquoi déjà répartir son patrimoine, c'est crucial. En fait, ça évite notamment les sueurs froides parce que si tu es 100% action et que tu as une mauvaise tolérance au risque, les chutes du marché action peuvent être assez traumatisantes selon ton profil de risque. Donc une des manières de bien répartir son patrimoine, c'est de pas forcément mettre 100% de son patrimoine en action. Le deuxième point, ça va un peu avec les sueurs froides, mais ça va être de bien dormir. Une allocation qui est adaptée à ton profil, c'est une allocation qui te permet de bien dormir sur tes 2 oreilles le soir, la nuit, toutes les nuits. Et pas de stresser, pas de te prendre la tête avec aussi ton patrimoine. Et enfin, le but, ça va être d'optimiser le rendement. Chaque profil de risque, en fait, va correspondre à un potentiel risque-rendement. C'est ce qu'on va voir. Donc, il y a des personnes, certains d'entre vous, qui vont plutôt privilégier le rendement, quitte à prendre plus de risques. Et il y en a d'autres qui vont privilégier le risque et du coup prendre un peu moins de risques et du coup récupérer un peu moins de rendement. Faut comprendre qu'en fait, le portefeuille qui crée le max de rendement et le minimum de risque, il y a des seuils de rentabilité et de risque qu'on peut pas dépasser. Je te prends un exemple. Si tu veux viser 10% par an, tu vas pas pouvoir viser 10% par an et te dire je prends 10% de risque. Ça n'existe pas. En tout cas, pas en bourse. Si tu vises 10% par an, il va falloir que tu t'alignes sur des niveaux de risque autour de 20-30% par an, minimum. Donc voilà, c'est ça que je voulais illustrer aussi avec ce couple rendement-risque. Donc les 3 profils d'investisseurs. On a en premier le profil prudent. Donc on va prioriser plutôt la sécurité du patrimoine. On n'est pas à capital garanti, ce que te proposent les assurances vie en fonds en euros. Mais le problème des fonds en euros, c'est qu'ils rémunèrent pas. Aujourd'hui, un fonds en euros, si tu prends toutes les taxes et les frais, ça te rémunère moins qu'un livret A. Donc, si t'es sur des fonds en euros et que t'as même pas rempli tes livrets A, LDD, etc., pour moi, c'est une erreur parce que l'assurance vie, c'est moins flexible. Récupérer l'argent, c'est plus compliqué. Et en plus, en fonds en euros, ça te rapporte moins qu'un livret A. Alors que sur le livret A, l'argent, il est disponible immédiatement. Le taux, il est pas imposable. Donc voilà, il y a quand même
Pour un fonds de sécurité, en tout cas, je dirais le livret A, c'est le mieux si tu as besoin de conserver un petit fonds de sécurité. Ensuite, on a le deuxième profil, qui est un profil équilibré, donc qui va faire un compromis entre le rendement qu'il veut atteindre et le risque qu'il va prendre. Donc, d'où la notion d'équilibre, puisqu'on va être un peu entre les deux, quoi, entre le prudent et le dynamique. Ce qui m'amène au dynamique, justement, le profil dynamique, l'idée, ça va être de maximiser le rendement qu'on peut atteindre tout en prenant le moins de risques possible. Mais on va s'autoriser à prendre plus de risques pour plus de rendement. Et il y a des paliers de risque qu'on va essayer de pas dépasser. Typiquement, moi, dans les constructions de stratégies que je mets en place pour moi et les personnes que j'accompagne, ceux qui veulent obtenir plus de rendement, donc moi, mes stratégies, c'est autour de 20-30% à peu près. Le risque associé va être autour de 30% aussi. Donc voilà, tu risques 30% pour gagner 20-30% par an sur les 10 ou 15 prochaines années de ton portefeuille. Donc ça, c'est des choses que je mets en place avec les personnes que j'accompagne. Donc le profil prudent. Le but, c'est préservation du capital avant tout. Donc c'est pour qui? Pour des investisseurs qui détestent les montagnes russes financières ou les gens qui sont proches de la retraite. Voilà, le but, ça va être de profiter d'un peu de rendement, mais préserver le capital. Donc le rendement attendu de ce type de portefeuille, c'est 4-6% par an en moyenne. Et je t'ai mis du coup une répartition un peu type qu'on retrouve beaucoup dans la littérature. Donc ça va être un portefeuille qui va être à 75% sur des obligations d'État. Les obligations d'État, c'est aussi le fonds en euros. Donc voilà, en fait, en fonction des comptes que tu ouvres, un compte titre va te permettre d'aller directement sur des obligations d'État, mais une assurance vie va être beaucoup plus compliqué à placer sur des obligations d'État. Donc considère que si tu es en assurance vie, les obligations d'État, c'est l'équivalent du fonds en euros. Même si ça performe pas, en fait, c'est ça qui stabilise ton portefeuille. Ensuite, on a l'or. L'or, c'est la valeur refuge en temps de crise, en temps de guerre, etc. Donc dans ce portefeuille, j'ai mis 12% d'or. Ensuite, on a 12% d'actions, ce qui nous amène ouais, c'est ça, 12% d'actions avec des actions plutôt solides, hein. T'embêtes pas à trop diversifier les actions. Tu peux prendre un MSCI World ou un SP500 ou mixer un SP500 avec du CAC 40 ou du DAX. Voilà, tu prends des ETF qui suivent plutôt des gros indices mondiaux et ça ira très bien. Et pour les plus téméraires, si les crypto-monnaies t'intéressent, en fait, pourquoi j'ai mis les crypto-monnaies? Parce qu'aujourd'hui, je considère que c'est vraiment les 4 grosses classes d'actifs, parce que j'ai exclu l'immobilier. Sinon, l'immobilier serait peut-être une 5e classe d'actifs. Mais moi, je l'exclus pour le marché francophone parce qu'en France, on est très fiers. Donc, c'est très probable que tu aies déjà ta résidence principale ou peut-être un investissement locatif ou un Pinel ou je ne sais quoi. Et du coup, remettre de l'immobilier dans des portefeuilles, je trouve ça dommage parce qu'en fait, tu multiplies finalement ce que tu as dans l'immobilier alors que tu es probablement pas du tout exposé à l'or, par exemple, pas du tout exposé aux actions et peut-être pas du tout exposé aux crypto-monnaies. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces 4 grosses classes d'actifs. C'est pour que ça soit représentatif de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un bon portefeuille. Donc les crypto-monnaies, si ça t'intéresse mais que tu es dans le profil prudent, bah mets entre 1 et 2% de ton patrimoine en crypto-monnaie. L'idée, c'est juste de toucher du doigt et de pas être frustré si les cryptos s'envolent. Au moins, tu auras un petit pourcentage de ton patrimoine qui sera dessus. Un exemple concret, du coup, avec 10 000 euros en portefeuille prudent. Donc, ça va être 7 500 euros d'obligations d'État ou équivalent en fonds en euros d'assurance vie, 1 200 euros d'or. Donc, comment acheter de l'or? Bah, c'est pareil, tu as des ETF qui te permettent d'acheter de l'or. Tu as même des ETF compatibles assurance vie ou sur des comptes titres qui vont te permettre d'acheter des ETF ou alors bah, tu achètes directement des pièces ou des lingots avec la problématique du coup de stockage, donc de stockage soit chez toi, soit dans tes coffres-forts, etc. Donc, c'est vrai que moi, je préfère plutôt l'or papier que l'or physique pour des raisons de sécurité et de praticité, de liquidité aussi. Je trouve que c'est plus intéressant, mais ça reste que mon point de vue.
Ensuite, du coup, ça fait 1200 € d'actions avec un ETF World, par exemple, et du coup, 100 € de crypto-monnaie, donc Bitcoin, Ethereum. Si on veut faire une répartition entre Bitcoin et Ethereum, je dirais 80 € de Bitcoin et 20 € d'Ethereum. Ça suffira largement. Un rapport 80-20. Voilà pour le portefeuille prudent. Donc, les avantages et inconvénients de ce portefeuille. Les avantages, c'est que ça résiste au crash boursier. C'est des faibles fluctuations quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Tranquillité d'esprit au max. Perte limitée en cas de crise autour de 10% grand maximum. L'inconvénient, c'est le rendement qui est limité. On parle de 4 à 6% par an, c'est pas fou. C'est à peine au-dessus de l'inflation. Donc pour moi, c'est peu adapté aux jeunes investisseurs qui cherchent plutôt du rendement. Et les opportunités de croissance à long terme vont être manquées avec ce type de portefeuille qui est essentiellement sur des valeurs sécuritaires, puisque tu rajoutes 75% d'obligations équivalentes plus 12% d'or, bah t'es déjà à 87% sécurisé en fait, et t'as 13% un peu dynamique. C'est pour ça qu'on est sur des rentabilités assez faibles. Ensuite, ça nous amène au portefeuille équilibré. Donc le but, c'est d'équilibrer la sécurité et la performance, donc le rapport risque-rendement. Pour qui est ce portefeuille? Ça va être pour des investisseurs qui veulent du rendement sans prendre trop de risques. Le rendement attendu va être de 7 à 8% par an en moyenne. La composition de ce portefeuille, ça va être moitié-moitié, c'est-à-dire moitié dynamique, moitié stable, ou en tout cas plus sécurisé. Donc on va être à 25% sur des obligations ou fonds en euros, 25% sur de l'or pour protéger contre l'inflation notamment. On va être à 48% sur des actions, qui va vraiment être le moteur de ton rendement, moteur principal de ton rendement, et 2% environ de crypto-monnaie pour booster un petit peu le rendement. Euh, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut respecter ce 50-50, et après, dans ce 50-50, bah, par exemple, si comme moi, tu crois plus trop dans la capacité des États à rembourser leurs dettes, bah, peut-être que tu vas mettre 0% d'obligations et 50% d'or, ou 10% d'obligations et 40% d'or. Voilà. Et après, pareil pour la partie action. Si tu as envie de mettre un peu plus de crypto, bah, tu peux te dire, je mets 45% d'actions, 5% de crypto. Voilà. Il y a rien qui est figé. L'idée générale de ce portefeuille, c'est d'être équilibré, donc d'être à 50% dynamique, 50% prudent. Voilà. Un exemple concret, du coup, avec 10 000 € en portefeuille, ça va être 4 800 € d'actions, 2 500 € d'obligations, 2 500 € d'or et à peu près 200 € de crypto avec 80% de Bitcoin et 20% d'Ethereum. Donc voilà, ça fait 160 € de Bitcoin pour 40 € d'Ethereum. Donc voilà un portefeuille un peu plus équilibré. Les avantages et inconvénients de ce portefeuille, bah, les avantages, c'est bon compromis entre le rendement et les risques. On va être sur du rendement 7 à 8% par an. Résistance plutôt modérée aux crises. Capital potentiellement doublé en 10 ans à peu près avec ce type de rendement. Parce que quand je te parle de rendement, des fois, ça peut ne pas te parler. Si je te dis, bah, tu doubles ton capital tous les 10 ans, c'est peut-être plus compréhensible. Et du coup, c'est ce qu'on peut atteindre avec ce type de portefeuille. Donc, je sais pas, tu commences avec 10 000 € à 30 ans. Bah, à 40 ans, t'as 20 000. À 50 ans, tu redoubles, donc t'as 40 000, ainsi de suite. Voilà. Et ça prend pas en compte, bah, bien sûr, si tu alimentes tous les mois ton portefeuille, tu vas aller plus vite. Les inconvénients, ça va être le drawdown qui va être un peu plus élevé. Donc là, on va être autour le risque, donc de moins 10% à moins 15% en cas de crise. Le drawdown, en fait, c'est l'écart entre la valeur qu'atteint ton portefeuille au plus haut et la valeur dont il va baisser d'un coup en cas de crise. Donc, par exemple, à un moment, tu montes à 100 000 € de portefeuille. Et puis, ton portefeuille, il passe de 100 000 à 90 000. Donc ça, c'est une baisse de 10%. Il passe de 100 000 à 85 000. Ça, c'est une baisse de 15%. Mais après, ça n'empêche pas qu'après, il peut continuer à monter. C'est juste ce notion de drawdown, c'est vraiment la notion de risque et qui va être liée notamment au fait que toi, bah, tu arrives à bien gérer le risque, bien dormir la nuit, etc. Donc, il y a des gens, dès que ça va perdre 10%, ils vont être stressés. Puis, tu as d'autres personnes, s'ils perdent 50%, ça va rien leur faire.
Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a différents profils d'investisseurs. Les inconvénients, c'est que ça nécessite, mais ça c'est tous les portefeuilles, hein, ça nécessite une discipline d'investissement. Il faut bien vérifier les répartitions tous les mois, si tu mets de l'argent tous les mois, avec un équilibrage peut-être une fois par an. Donc ça, c'est une certaine discipline quand même à acquérir. Et puis, bah, les inconvénients, c'est que le rendement reste inférieur à un profil plutôt dynamique. Ce portefeuille, il est idéal pour qui? Plutôt pour les pré-retraités, ceux qui s'approchent de la retraite, mais qui veulent continuer à générer un peu de rendement. Quand je dis approcher de la retraite, c'est dans peut-être, je sais pas, 3-4 ans. Enfin, en fait, quand tu es sur des horizons qui dépassent les 5 ans, tu peux prendre plus de risques. Et quand tu as des échéances à moins de 5 ans, c'est là où il faut réduire un petit peu ton risque. Donc pré-retraite, je dirais retraite dans 5 ans. Et ceux qui veulent peut-être une rente complémentaire sans prendre trop de risques, si t'as beaucoup de capital, tu veux pas prendre trop de risques, mais quand même générer des bonnes rentes avec ton portefeuille, ça peut être un portefeuille intéressant pour toi. Et ça va être aussi pour les investisseurs modérés. Donc c'est ceux qui veulent bien faire sans prendre des risques démesurés. Ensuite, on a le portefeuille dynamique. Donc l'objectif de ce type de portefeuille, c'est d'avoir une performance maximale à long terme. C'est pour qui? C'est pour des investisseurs qui sont plutôt jeunes, donc entre 25 et 55 ans. Pourquoi 55 ans? Parce qu'à 55 ans, tu es à 10 ans de la retraite à peu près. Et du coup, tu vas continuer à pouvoir prendre ce type de risque. Et une fois que tu atteins un peu la pré-retraite dont je parlais juste avant, peut-être réduire un petit peu la voilure. Peu importe l'âge, l'idée, c'est d'avoir cet horizon de temps qui est long, c'est-à-dire 8 à 10 ans minimum. Le rendement attendu de ce type de portefeuille, c'est à 10 ans et plus, en fonction de la stratégie que tu mets en place, en moyenne. Donc l'idée, c'est de dépasser les 10%. Et la composition de ce type de portefeuille, ça va être tout simplement d'enlever en fait tout ce qui est prudent, c'est-à-dire qu'on va être 90% actions et 10% crypto. Et là, tu as un cocktail assez explosif qui permet quand même d'avoir des bonnes rentas sur du long terme et prendre un peu de risque, bien sûr, mais c'est contrôle. Enfin, tu prends autant de risque que le marché, quoi. Donc, il faut vraiment noter cette absence totale d'obligations. C'est une allocation qui est très offensive. Après, vous pouvez aussi garder un petit peu d'obligations et d'or en fond de portefeuille. Moi, il y a une stratégie que j'ai utilisée pendant longtemps qui était 70% actions, 10% obligations, 10% or et 10% crypto. Donc 70, 10, 10, 10. Ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, je suis plutôt sur des allocations où j'enlève les obligations et où je module avec l'or. C'est-à-dire que dans des phases intéressantes, je vais être 100% actions crypto. Et sur des phases un peu plus complexes, je vais mettre plutôt de l'or en portefeuille avec de la crypto. Exemple concret, 10 000 euros en portefeuille dynamique, ça donne quoi? 9 000 euros d'actions, 1 000 euros de crypto, 80%, donc 800 euros de Bitcoin et de 20%, 200 euros d'Ethereum. Les 9 000 euros d'actions, comme les autres portefeuilles, peuvent être répartis sur des ETF MSCI World, par exemple, ou des ETF Nasdaq, SP500, CAC 40, DAX. Tu as aussi l'Eurostoxx, si tu veux prendre toute l'Europe d'un coup. Tu peux avoir aussi les marchés émergents. Ça peut être pas mal d'en avoir un petit peu. Moi, je suis pas trop pour les marchés émergents, mais j'en parle parce que je sais que certains d'entre vous, vous êtes intéressés par ça. Donc voilà un petit peu la répartition d'un portefeuille dynamique. Avantage, inconvénient du portefeuille dynamique. L'avantage, clairement, c'est le rendement potentiel qui va être élevé parce qu'on va pouvoir dépasser les 10% par an avec ce type de portefeuille. On peut même avoir des années exceptionnelles en fonction du comportement des actions et de la crypto avec plus 30, voire 40%. Ça va dépendre des années. Pour moi, c'est la meilleure stratégie sur du très long terme en termes de rendement, pas en termes de risque, bien sûr. Potentiel d'indépendance financière plus rapide, parce que sur ce type de portefeuille, vous doublez votre patrimoine tous les 4-5 ans, donc ça va aller plus vite. Les inconvénients, c'est qu'on a de la volatilité assez importante, c'est-à-dire la volatilité, c'est les fluctuations à la hausse et à la baisse. On a des années noires possibles, parce que quand une classe d'actifs de ce type rentre en crise, pour les actions, ça va être de moins 30 à moins 40%. Pour les cryptos, ça va être moins 60, moins 80%.
Donc, il y a des années noires qui sont clairement possibles. Moi, je m'en protège. Je t'expliquerai comment je m'en protège, bien sûr. Mais voilà, ça existe. Du coup, ça nécessite aussi des nerfs un peu plus solides. Ça va être complètement inadapté aux besoins à court terme. C'est-à-dire que si tu as besoin d'argent dans les 5 prochaines années, ne mets pas sur ce type de portefeuille. Et l'autre inconvénient, ça va être de ne pas rester seul quand on débute pour éviter les erreurs, parce que justement, comme c'est très volatile et que tu prends plus de risques, ça va faire travailler plus ton mindset et du coup, tu vas peut-être avoir plus de mal à gérer les émotions et tu risques de faire un peu n'importe quoi au bout d'un certain temps. Donc moi, ce que je te conseille, c'est au moins de rentrer dans une communauté, d'écouter ce podcast. Moi, j'accompagne des personnes aussi, donc prendre pourquoi pas une formation en accompagnement, mais pas forcément rester seul, faire ça avec des amis, je ne sais quoi, mais évite de rester seul quand tu mets en place ce type de portefeuille. Si on revient sur la comparaison entre ces 3 profils, donc le prudent, on va être autour de 4 à 6%, équilibré, je t'ai dit 6 à 8%, et dynamique, l'objectif, ça va être de dépasser les 10% par an. L'impact du temps sur ce patrimoine en fonction du profil. Donc ton point de départ, c'est investi 10 000 euros, on en a parlé. Après 10 ans, ça donne quoi? Le prudent va avoir autour de 16 300 euros, l'équilibré 20 600 euros, et le dynamique à peu près 26 000 euros. Après 20 ans, le prudent aura 26 000 euros, l'équilibré 42 000 euros et le dynamique 67 000 euros. Et après 30 ans, le prudent aura 43 000 euros, l'équilibré 87 000 euros et le dynamique 175 000 euros. Donc tu vois que le rendement à long terme a un vrai impact significatif puisque si je prends 30 ans, bah, le prudent il a 40 000 euros, le dynamique il a 174 000 euros. Donc il y a quand même un sacré écart entre les deux portefeuilles et ça vient du rendement annualisé qu'on peut générer avec l'un ou l'autre. Donc à toi de savoir dans quel profil du risque tu te situes, mais la tendance que je remarque des personnes que j'ai en rendez-vous, c'est que souvent ils vont pas prendre de risques parce qu'ils ont peur ou ils savent pas quoi faire. Donc ils vont pas prendre de risques et ils vont pas prendre de risques pendant 5 à 10 ans. Puis après, ils vont se dire, ah bah, j'aurais peut-être pu faire mieux, j'aurais dû faire mieux. Et là, ils viennent me voir pour mettre en place des stratégies plus dynamiques. Donc, ne perds pas ces 5 ou ces 10 années à mettre ça sur des fonds en euros si t'as entre 25 et 55 ans. Pour moi, c'est une grosse erreur. Il faut faire beaucoup plus travailler son argent que ça. T'as le temps. T'as le temps aussi, si t'as des enfants, de faire des horizons de temps longs pour eux. Si t'as des jeunes enfants, en général, bah, les enfants, c'est le temps le plus long qu'on a. Ma fille, elle a 2 ans, donc je sais que j'ai 20 ans de placement pour elle devant moi, au moins. Donc sur des horizons de temps longs, ben, vraiment privilégier des portefeuilles plus dynamiques. Après, à ajuster, bien sûr, en fonction de ta sensibilité au risque. Le but étant que, quel que soit le portefeuille que tu appliques, tu puisses bien dormir la nuit et pas stresser à la moindre nouvelle économique. Comment choisir justement ton profil? Comme je te disais, bah, horizon temporel. Plus le temps est long, plus tu peux prendre de risques. Tolérance au risque. Si tu dors plus la nuit à cause des fluctuations, réduis ton exposition aux actions et aux cryptos. Objectif financier aussi, bah, adapte ton profil à tes objectifs. Est-ce que c'est la retraite, un apport pour un achat immobilier dans 5 ans, une rente complémentaire, l'indépendance financière, etc. En fonction de ton objectif financier, ton profil va être bien sûr différent. Et puis enfin, l'âge, bah, plus tu es jeune, plus tu peux être agressif dans tes placements et prendre du risque. Quelques recommandations pour réussir tes investissements. Toujours diversifier, surtout dans une classe d'actifs, c'est-à-dire n'achète pas 3 sociétés en actions. Privilégie plutôt les ETF sur les indices plutôt que des actions en particulier, ce qu'on appelle le stock picking. Moi, je crois pas du tout au stock picking. Je pourrais refaire peut-être une vidéo ou un podcast là-dessus, mais c'est des choses auxquelles je ne crois absolument pas, pour la simple et bonne raison que les experts qui font du stock picking n'arrivent pas à battre le marché. Donc, n'importe qui te parle de stock picking sur Internet ou qui a généré une stratégie miracle avec un screener, des comparatifs, des notes sur des actions, etc. Moi, j'y crois pas du tout parce que les gens qui sont formés, qui sont diplômés, qui passent 8 heures par jour à analyser des actions et à construire des portefeuilles, qui ont accès à des datas auxquelles on n'a pas accès en tant que particulier,
même eux, sur le long terme, ils n'arrivent pas à battre le marché. Donc, comment toi, avec tes petits moyens et le peu de temps, parce que j'imagine que c'est pas ton métier, comment tu peux essayer de battre ces experts qui ne battent même pas eux-mêmes le marché? Donc, c'est pour ça que moi, je crois absolument pas aux stratégies dividendes, aux stratégies stock picking, etc. Moi, je crois plutôt aux stratégies passives, donc investissement sur des ETF, sans se prendre la tête. Les ETF, c'est de l'autorégulation, c'est des frais bas, c'est de l'absence de prise de tête, à savoir quelle action tu vas acheter la semaine prochaine. T'as pas de magazine à lire, puisqu'en fait, c'est les indices qui répartissent pour toi. Donc voilà, beaucoup d'avantages à mon avis d'utiliser plutôt de l'investissement passif sur des ETF. Ton profil peut être ajusté avec le temps, c'est-à-dire que peut-être là si tu as 30-35 ans, tu vas vouloir prendre du risque comme moi, et puis plus tu vas t'approcher de la retraite, plus tu vas réduire la voilure. Moi, mon objectif personnel avec ça, c'est d'atteindre à peu près 1 million d'euros sur les marchés financiers. Donc, je sais pas à quel âge j'atteindrai le million. Et une fois que le million est atteint, je réduis un petit peu la voilure ou pas, parce que j'aurais peut-être envie de transformer encore ce million en 2 millions, etc. Donc, ça dépendra aussi à quel âge j'atteins cet objectif, mais c'est mon premier objectif. Ensuite, faut rester bien sûr discipliné. Donc, ne pas paniquer pendant les baisses, garder le cap sur ta stratégie. On parle de stratégie d'investissement long terme, donc c'est pas regarder les cours de la bourse tous les jours qui va changer grand-chose. Une échéance où tu regardes un peu mensuellement ce qui s'est passé. C'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne, puisque je fais un live tous les mois et c'est largement suffisant. Ça sert à rien de regarder tous les jours ou toutes les semaines. Une échéance mensuelle est largement suffisante. Faut t'éduquer financièrement aussi. Donc, si t'as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est déjà bien. Et tu peux consulter tous les autres podcasts de la chaîne. Il y en a 148. Donc, ça te permettra déjà d'assimiler beaucoup de choses sur mon état d'esprit avec la bourse, après 15 ans d'investissement. Plus tu comprends en fait les marchés, plus tu seras aussi à l'aise avec les choix. Écoute pas ton entourage qui connaît rien, écoute pas ton banquier qui connaît sûrement rien, écoute pas ton conseiller gestion de patrimoine qui se rémunère parce qu'il te vend tel ou tel produit. Essaie de te former et après challenge les gens avec qui tu parles en leur posant des questions et tu verras assez rapidement si les gens savent de quoi ils parlent ou s'ils restent flous dans leurs réponses et qui t'embrouillent plus qu'autre chose. Ça, c'est important si tu veux reprendre en main ton patrimoine. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus sur la bourse, moi j'ai mis un lien qui est dans la description de cette vidéo, de ce podcast, qui va te permettre d'accéder à une formation qui est complètement offerte en bourse, que j'ai tournée, qui dure à peu près 30 minutes. Tu apprendras comment obtenir des rendements qui peuvent dépasser les 20% par an sans trader ni suivre l'actualité économique tous les jours. Tu vas voir pourquoi les ETF sont l'arme secrète des investisseurs intelligents. Tu vas voir la méthode RSR pour créer des rentes passives sur le long terme. C'est la méthode que j'ai créée et que j'utilise avant tout pour moi et aussi pour toutes les personnes que j'accompagne. J'ai accompagné plus de 150 personnes aujourd'hui à reprendre en main et créer leur propre stratégie d'investissement long terme. Et enfin, tu verras aussi comment j'ai multiplié mon patrimoine par 83 en moins de 10 ans grâce à tout ça. Avec, tu le vois pas, c'était en podcast, mais l'évolution de mon portefeuille. Aujourd'hui, on est sur un TRI annualisé, donc un taux de rendement interne annualisé de 19,2% par an depuis 2012, malgré toutes les erreurs que j'ai pu faire en plus entre 2010 et 2015-2016. Donc, je suis très satisfait de ce rendement et j'espère que ça continuera sur ces rendements à l'avenir. Voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast portefeuille, risque, rendement t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi, liker la vidéo, la commenter, mettre 5 étoiles si t'es sur les podcasts. C'est ça qui donne de la visibilité à la chaîne YouTube ou au podcast sur les médias type Spotify, Apple Podcast, etc. La meilleure manière de me remercier, en fait, c'est vraiment, comme ce contenu est complètement gratuit, de mettre juste une note, un petit commentaire, me dire si tu as des questions, des trucs qui t'ont parlé, des trucs dont tu aimerais bien que je parle, etc. C'est vraiment le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast, s'il te plaît. Voilà, écoute, je te souhaite une belle journée, une belle matinée, bel après-midi, bon sport, bonne cuisine en fonction de ce que tu es en train de faire. Et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao, ciao.